Bonjour, eh bien c'est le nouveau mois. Le premier sujet que je vais essayer de développer, c'est les 7 étapes du deuil. Ces 7 étapes sont des repères importants pour comprendre où on en est par rapport à gérer le diagnostic, la maladie et ses impacts sur notre vie. Pourquoi le deuil, vous me direz? Eh bien, il est important de comprendre quand on reçoit un diagnostic de maladie chronique que ça va changer toute notre vie, que ça va bousculer toutes nos habitudes, que l'ancien nous n'est plus là, il faut s'adapter au nouveau nous. Et donc, il y a une théorie, vous pouvez chercher sur Google, vous trouverez plein d'articles là-dessus sur les 5 ou 7 étapes du deuil, ça dépend sur quels articles vous regardez. Euh, c'est comme devoir se débarrasser, faire le deuil de notre ancien nous et accepter notre nouveau nous. Il faut pouvoir s'adapter à ça parce que quand on reçoit un diagnostic de maladie chronique, ça va changer toute notre vie. On va devoir changer, on va devoir s'adapter, on va devoir, qu'on le veuille ou non, euh, modifier notre façon de faire les choses. C'est vraiment quelque chose qui s'incruste dans chaque seconde et chaque aspect de notre vie comme un partenaire abusif dont on ne sait pas se débarrasser. Tant qu'on n'est pas arrivé à faire la paix avec cette cohabitation forcée, on ne peut pas avancer, on ne peut pas commencer à gérer, on ne peut pas réorganiser la vie, prendre de nouvelles habitudes, gérer en gros. Et donc c'est quelque chose de très important à savoir. Moi je ne l'ai su que après avoir fait ce cheminement parce que je n'avais pas les possibilités qu'il y a maintenant au niveau des informations et autres sur la fibre parce que il n'y a pas tellement longtemps que c'est reconnu comme maladie et même je pense en France par exemple c'est pas encore reconnu du tout. Donc je me suis dit que peut-être je pourrais vous aider à franchir ces étapes plus rapidement en vous expliquant en gros. Au plus rapidement on arrive à l'acceptation, au plus rapidement on peut faire la paix avec soi-même et avec cette maladie. Alors, qu'est-ce que je pourrais encore vous dire? Oui, j'ai pris des notes parce qu'évidemment, avec le brouillard fibreux, c'est pas évident. Euh, voilà, je suis perdue. Voilà, oui, donc en revenir à l'acceptation. Rester dans le déni, rester dans la colère, rester dans le refus d'accepter. Et au plus jeune on est, au plus dur c'est à accepter qu'on va devoir vivre toute notre vie comme ça crée un conflit intérieur qui ne fait qu'engendrer un cercle vicieux parce qu'on a du stress, on se ronge, ça augmente les douleurs, ça empire la fatigue, ce qui fait qu'on se stresse encore plus, on se rebelle encore plus et on n'en finit jamais dans ce cercle vicieux, ça devient super super déprimant, ça devient même très très déprimant, d'ailleurs je vous en parlerai plus tard et c'est je dirais ce cercle vicieux de stress, de refus, de déni, de colère qui empire les symptômes, qui fait que pour finir, il y a énormément de gens, y compris certains docteurs, qui vont vous dire c'est tout dans ta tête, il suffit de te secouer. Et ça, comme vous, je parie que vous avez tous déjà grincé des dents, c'est tout dans ta tête, c'est je ferai un autre sujet sur les phrases qui tuent, juste pour sortir ça, parce qu'il y en a pas mal. Les gens veulent bien faire, sont super sympas, mais à chaque fois qu'on me dit j'espère que tu iras mieux bientôt, j'ai envie d'étrangler la personne qui me le dit. Et je dois vraiment faire un effort sur moi-même, parce que je sais que c'est fait de bon cœur, c'est dit de bon cœur, mais bon voilà. Donc les 7 étapes. La première étape, c'est le choc et le déni. Après un parcours plus ou moins long, selon le pays dans lequel vous vivez et selon la qualité des médecins auxquels vous faites appel, vous allez recevoir un jour un diagnostic. Après d'innombrables examens médicaux, parfois, parfois pas. Moi j'ai eu beaucoup de chance et que j'avais un médecin traitant qui croyait en moi, qui se tient au courant des progrès euh, en temps réel et qui a l'ouverture d'esprit pour ne pas dire c'est psychosomatique. Donc j'ai mis 1 an et demi. Bon, c'était 1 an et demi, mais c'est comparé à d'autres personnes qui l'ont depuis 30 ans et qui viennent seulement d'être diagnostiquées, je trouve que j'ai eu beaucoup de chance à ce niveau-là.
Fibromyalgie. Voilà, madame, vous souffrez de fibromyalgie. De fibromyalgie quoi? À l'époque où moi j'ai été diagnostiquée, on n'en entendait pas parler. Là, c'est encore un sujet qu'il faudra peut-être reprendre plus tard. Est-ce que c'est bien ou c'est mal qu'on en parle plus maintenant que les gens pensent savoir ce que c'est ou pas? C'est encore à débattre. Bon, personnellement, j'ai demandé à mon médecin de m'expliquer. Le médecin de l'époque ne m'a pas expliqué. Il m'a dit rentre chez toi et regarde sur Google, ce que j'ai fait. Et tout ce que j'ai vu m'a tellement horrifiée que j'ai fermé mon ordinateur et j'ai plus voulu lire. Ça me semblait tellement trop que je ne voulais pas non plus me documenter de trop pour ne pas me trouver des symptômes juste parce qu'on m'avait dit que je les aurais, en quelque sorte. Enfin, soit. Il suffit, au cas où, vous courez de médecin en médecin et que tout le monde vous dit c'est dans ta tête, c'est psychosomatique, bouge un peu, secoue-toi, tu te ferais faire ci, tu te ferais faire ça, tu te ferais ci, tu te ferais ça, accrochez-vous. Vous savez que vous avez des douleurs. Moi, je suis sortie de chaque examen médical en pleurant. Ah, votre squelette est parfait, vos ligaments sont parfaits, vos muscles sont parfaits, pas la moindre petite dose d'ostéoporose. Rien, votre corps est parfait. Ok, parfait, peut-être, mais vous n'êtes pas à l'intérieur. Accrochez-vous, vous savez que vous avez mal, vous savez que vous subissez, vous trouverez le docteur qu'il faut. Il y en a de plus en plus et il y a assez de communautés de fibromyalgiques pour vous renseigner euh, d'un bon médecin dans le coin. En règle générale, si vous vous adressez à une clinique de la douleur, un centre de la douleur, eux seront déjà un petit peu plus ouverts pour vous croire au niveau du mal. Mais accrochez-vous, vous n'inventez pas. Changez de médecin, demandez un deuxième, un troisième, un quatrième avis. Si on vous disait que vous aviez quelque chose de vraiment très très grave, une maladie terminale, qu'est-ce que vous feriez? La première chose que vous iriez faire, c'est aller demander un deuxième avis. Faites-le, n'hésitez pas. C'est épuisant, c'est fatigant, mais faites-le, ça vaut la peine. Donc vous rentrez chez vous avec ce diagnostic assommé et un peu perdu, sans trop de renseignements, parce qu'en général on vous explique douleur chronique et fatigue chronique et le reste on zappe. Le reste c'est tout ça qui fait vraiment la misère dans la vie, la douleur et la fatigue on arrive à gérer à force. Ce n'est que la partie immergée de l'iceberg. Un peu de recherche sur Google, ok, ne cherchez pas trop non plus parce qu'il y a à boire et à manger là-dedans, il y a trop à assimiler, il faut prendre ça petit à petit. Vous êtes là sous le choc. Et à un moment, ça mettra quelques heures, quelques jours, ce qu'on vient de vous dire va vous tomber. Parce qu'au départ, j'admets, dans mon cas en tout cas, j'étais soulagée qu'on me dise vous souffrez de fibromyalgie parce que je ne savais pas ce que c'était. Mais au moins, on m'a dit que j'avais quelque chose et on a arrêté de me dire c'est tout dans ta tête, tu déprimes, blablabla, blablabla. Donc, premier abord, premier 24 heures, j'étais soulagée. Après, ça vous tombe, mais comme une massue, mais je vais me lever tous les jours comme ça, je vais subir ça tous les jours, à longueur de journée, à longueur de semaine, à longueur de mois, à longueur d'année, sans aucun espoir de fin en vue. Ça devient très très dur à encaisser. Et de là, on en vient à un déni. Mais non, ils se sont trompés, c'est pas possible, j'ai peut-être un petit peu d'arthrose ou un truc ou l'autre, ils vont trouver, ils vont m'appeler, ils vont me dire qu'ils se sont trompés. C'est pas ça. On reste dans une sorte de déni, de rébellion. J'étais soulagée du diagnostic, maintenant je veux plus ce diagnostic là. C'est difficile, ça peut durer, c'est une phase qui peut durer très peu de temps, comme qui peut perdurer très longtemps si on n'a pas, je dirais, la possibilité de parler avec des gens qui peuvent nous guider, ou des gens qui nous comprennent, des gens qui souffrent déjà de ça, ou un super bon docteur, ou une psychologue, ou un psychologue, ou peu importe. On peut rester coincé dans ce déni. Je connais plusieurs personnes qui sont coincées dans ce déni depuis plusieurs années et ça ne leur rapporte absolument rien. Donc il faut vraiment, vraiment travailler sur soi-même pour sortir de cette phase. Ça dépendra aussi de votre caractère et du soutien de vos proches. Enfin,
il faut vous informer sur le sujet, mais au début, je vous conseillerais de ne pas trop creuser dans tous les autres symptômes, parce que c'est un peu difficile à gérer, il ne faut pas trop s'en rajouter sur le dos. Qu'est-ce que je peux vous dire encore? Accélérer tant bien que mal ce processus et sortir de ce déni, parce que faire face, c'est la première chose primordiale pour pouvoir gérer la suite. On doit passer au-dessus, il n'y a pas, on n'a pas le choix. C'est comme ça, c'est là, il faut vivre avec. C'est dur de faire face à ça, c'est super déprimant. Personnellement, quand j'ai réalisé tout ça, quand j'ai compris que c'était ma nouvelle vie, que tous les jours j'allais devoir subir ça, j'ai fait une énorme bêtise. J'en ai des cicatrices sur mes bras, sur mes mains, dans mon cou, elles seront en vie. Voilà, c'est comme ça, j'assume, j'ai fait une bêtise, j'ai voulu en finir, j'ai voulu fuir parce que je ne pouvais pas faire face. Et ben, j'ai raté mon coup visiblement puisque je suis encore là, et tant mieux parce que sinon j'aurais jamais connu mes petits-enfants, et ça c'est un bonheur indescriptible. C'est une de mes motivations principales pour faire cette chaîne vidéo, c'est pour éviter que d'autres personnes ne tombent dans un désespoir aussi profond que celui dans lequel je me trouvais. Ok, il n'y avait pas que ça, il y avait aussi une relation de couple qui était très pénible à l'époque. Et c'est un ensemble qui a fait, ma maman avait le cancer, enfin bon, c'était une époque de ma vie où il n'y avait pas trop de joie à trouver. Mais soit, je ne cherche pas des excuses, j'assume, je l'ai fait, c'était fait, c'est fait, voilà. Je voudrais éviter, même si ce n'est qu'une seule personne qui tomberait dans un désespoir pareil, en voyant mes vidéos, qui se disent eh ben non, c'est vrai, je peux lutter, je peux y arriver, je peux le faire, eh bien ça aura valu la peine. Et les heures interminables qu'il faut pour télécharger une vidéo sur YouTube, soit dit en passant. La fibromyalgie, c'est pas une maladie terminale. On a l'impression que oui, mais non. En fait, quoi qu'on fasse, la seule cause de la mort au niveau de la fibro, c'est le suicide. C'est les gens qui baissent les bras parce que c'est trop à supporter. Et donc, à partir du moment où on peut éviter ça, eh bien, on est déjà bien. Alors, qu'est-ce que je peux encore vous dire là-dessus? Ben, il faut faire face, c'est dur, c'est horrible, mais il faut faire face, il faut sortir de ce déni, de cette rébellion et cette phase où on essaye de faire semblant de rien et continuer comme avant, parce que c'est plus comme avant. Après, on passe à la phase de la douleur et la culpabilité. Ça, c'est vraiment une étape compliquée parce qu'en même temps qu'on fait face, enfin, à cette condamnation à vie, je dis condamnation à vie, du moins à ce stade-ci des recherches de la médecine, parce qu'un jour, ils vont trouver les causes et les remèdes. Il y a la douleur de la réalisation de tout ce qu'on ne pourra plus faire, des énormes défis que ça va mettre sur notre chemin, de l'impact que ça aura non seulement sur nous-mêmes, mais sur notre partenaire, si on en a un, sur nos enfants, notre famille, nos collègues, si on sait encore travailler, nos amis, notre vie sociale. Oui, ça existe, une vie sociale. Pour ceux qui ont la fibre depuis longtemps, je sais que c'est un concept un peu abstrait, mais dans le temps, on avait une vie sociale. Il s'installe aussi une culpabilité qui est omniprésente, qui même quand vous aurez fait tout votre cheminement au niveau de cette étape du deuil, ça va vous suivre, vous coller à la peau comme une chape de plomb sur les épaules. Il y a une culpabilité parce qu'on n'arrive plus à faire ce qu'on voudrait faire, parce qu'on a l'impression qu'on se plaint tout le temps, parce qu'on a un fardeau, et il y a une culpabilité immense, mais au départ, quand on est à ce stade-là, dans cette phase du deuil, c'est une culpabilité presque, on se dirait, mais qu'est-ce que j'ai fait pour avoir ça? Si seulement j'avais pas fait ça, ou j'avais pris cette décision-là, ou je n'avais pas fait ça, ou j'avais fait ça, ou peu importe, on se culpabilise comme si c'était notre propre faute. C'est pas notre faute. On n'a rien demandé. On n'a sûrement pas demandé une maladie pareille. On n'a pas demandé qu'elle s'incruste dans notre vie. Mais c'est comme ça, on culpabilise. Et on a beau dire qu'il ne faut pas culpabiliser, on le fait quand même. Je le fais encore. Donc, on a des cheminements de pensée
on est en train de prendre les poussières ou nettoyer, et on se dit, avant je nettoyais mon appart de fond en comble en 4 heures, après 8 heures de boulot et après avoir fait à manger. Maintenant, le temps que j'arrive à faire le tour, il est temps de recommencer le début parce que je dois le faire en plusieurs jours. Avant, je préparais à manger tous les jours. Maintenant, il y a des jours où je ne le fais pas. Le linge était repassé. Maintenant, je repasse quand j'ai besoin de quelque chose ou quand mes enfants ont besoin de quelque chose. Je faisais mes courses de manière automatique sans même y penser. Maintenant, rassembler le courage de me brosser les cheveux, c'est déjà une épreuve à surmonter. Prendre une douche m'épuise tant que je dois me reposer avant de pouvoir m'habiller. Je dois demander de l'aide, mais je ne le fais pas parce que mon ancien moi, qui assumait tout toute seule, refuse de m'abaisser à demander de l'aide. Ben, il va falloir apprendre. Il faut apprendre à demander de l'aide, il faut apprendre à accepter l'aide qu'on vous offre si vous avez la chance qu'on vous en offre. C'est pas votre faute que cette maladie vous a choisi, il faut pouvoir le faire. C'est très dur, j'ai mis des mois, voire des années à pouvoir accepter qu'on m'aide, mais il n'y a pas le choix, c'est comme ça. Il faut vous répéter que maman montrera tous les jours autant qu'il faut, ce n'est pas ma faute, ce n'est pas ma faute, ce n'est pas ma faute. Même comme ça, c'est dur d'y croire. C'est dur de ne pas culpabiliser. Cette culpabilité, elle va vous coller à la peau. Quels que soient les efforts que vous ferez, elle vous collera toujours, quel que soit le stade dans lequel vous êtes. Il faut apprendre à l'ignorer, à se recadrer continuellement pour ne pas se laisser écraser. La colère et la négociation. Là, c'est la rage qui nous envahit. Saleté de maladie, je ne la veux pas, je ne te veux pas dans ma vie, je vais t'ignorer, tu vas disparaître, tu n'es jamais arrivé, je vais faire comme si tu n'existais pas et tout va rentrer dans l'ordre et être comme avant. Comme avant, c'est un concept. Avec le temps, ça use beaucoup parce que comme avant, il n'y a plus, moi personnellement, je n'ai plus du tout le moindre souvenir de ce que c'est que de vivre sans douleur. Ne serait-ce que 10 minutes ou une demi-heure ou une heure, je ne me souviens même plus de l'effet que ça fait. Donc, le comme avant, il faut arriver à oublier de se référer au comme avant parce que ça ne sera plus jamais comme ça. À moins que vous ne rentriez en rémission et qu'on trouve un remède. Hein. Mais bon, dans l'état actuel des choses, les deux sont assez improbables. On arrive à une rage, une négociation, une colère. On a la colère en soi et la colère c'est mauvais. Quel qu'on ait une maladie chronique ou pas, porter une colère continuelle, c'est pas bon pour la santé. Ça ronge et ça rend malade et ça bouffe la tête et il n'y a pas moyen de gérer. On peut vivre avec une sorte de dialogue qu'on a entre soi et la maladie. Écoute, d'accord, je vais me reposer un petit peu avant de faire ça ou après avoir fait ça et en échange tu vas me laisser tranquille. Ça marche pas. Ça ne marche pas parce que la fibrose c'est quelque chose qui est omniprésent et qui s'infiltre dans chaque seconde, tout ce que vous faites. C'est du temps perdu, je dirais, pour avancer et pour reprendre le dessus. Ce n'est pas un cauchemar dont on va se réveiller, c'est un cauchemar avec lequel on va se réveiller. Oui, je sais, je suis en train de vous déprimer à vous dire ça. Quelqu'un éteint la lumière, génial, merci. Eh bien non, coupure de courant, il y a un orage, donc je vais peut-être disparaître et reprendre la vidéo plus tard. Où est-ce que j'en ai? Oui, c'est l'été en Belgique, hein, donc fatalement il pleut, pour tous ceux qui le savent, hein, c'est comme ça. Qu'est-ce que je voulais dire? Il ne faut pas faire, oui, dans un sens c'est notre pire ennemi cette maladie, dans un autre sens il ne faut pas le voir comme tel. Parce qu'à force de le vivre comme ça, on rage contre et on n'avance pas parce qu'elle sera toujours plus forte que nous. Si on n'apprend pas à la gérer, à la dominer, elle sera plus forte que nous. C'est un exercice mental super difficile. Personnellement, j'y suis arrivée plus ou moins toute seule.
parce que j'ai eu un épisode avec un psy, mais bon, je vous raconterai ça dans une autre vidéo. Il y a des gens qui ne peuvent pas. Il ne faut pas hésiter à faire appel à des professionnels si nécessaire, ne serait-ce que pour passer, pour apprendre à accepter en fait. Faire comme si la fibre n'était pas là, toujours dans le déni, donc et la colère, ne va pas vous aider du tout parce que vous allez donc faire votre journée comme d'habitude, comme avant. Vous n'allez pas doser vos efforts, vous n'allez pas doser la fatigue, vous n'allez rien. Donc tout ce que vous arriverez à faire, c'est pendant 1 jour, 2 jours, 3 jours, 4 jours, une demi-journée, ça dépend de la gravité de votre fibro à vous. Vous allez y arriver. Et puis après, vous allez vous retrouver 1 jour, 2 jours, 3 jours cloué au lit parce qu'il n'y a juste plus moyen. Il n'y a plus moyen. En finale, ça vous fait perdre du temps. Il faut pouvoir apprendre à doser et à gérer les efforts différemment. Bon, on reparlera des efforts et comment les gérer une autre fois. Ici, là, je vais faire une vidéo trop longue et ça va mettre 3 heures pour charger sur YouTube. Donc voilà. Trop focaliser dessus va avoir le même effet. C'est une maladie omniprésente qui est là dans chaque seconde de notre vie, dans chaque chose qu'on fait, chaque geste, dans chaque pensée. C'est là, ça vous bouffe, ça vous ronge, c'est là. C'est envahissant. Il faut donc arriver à trouver vraiment la fine ligne entre l'ignorer et la reconnaître pour ce qu'elle est. Il faut pouvoir l'accepter sans qu'elle ne nous envahisse totalement. C'est une des choses les plus difficiles à faire, c'est un équilibre super délicat et c'est toujours à remettre en question. C'est un travail qu'il va falloir rendre automatique parce que sinon on passe tout notre temps à essayer de faire ça et on ne profite pas de la vie. Il faut savoir rire de soi aussi. L'humour et le rire sont les alliés indispensables, vos alliés indispensables dans ce combat. Au lieu de fondre en larmes, parce que vous êtes déjà allé 5 fois à la cuisine et que vous n'avez toujours pas fait votre café, eh bien, il faut savoir rire et se dire, eh bien, comme ça j'aurais fait mon exercice de la journée. Tout est une question de comment on va prendre les choses, la manière dont on va les vivre. Pendant qu'on rit, on pleure pas. Enfin, s'il y a moyen, je l'ai déjà fait, mais enfin, en règle générale, pas. Là, je crois que la vidéo a duré déjà assez longtemps, donc je reprendrai les points 4, 5, 6, 7 sur la vidéo suivante. À tout à l'heure.